Ok, welcome. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs thèmes. On va parler de comment faire accepter son chiot au vieux chien. Est-ce qu'on doit forcément rééduquer le vieux chien quand on adopte un chiot? On va également parler de comment gérer son chien lorsqu'on a des invités, de la propreté chez le chien, du chien pansement. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose à faire ou pas? De comment éduquer son chien sans violence et sans contrainte. Donc on va commencer par comment faire accepter son chiot, comment faire en sorte que son vieux chien tolère bien le chiot, et est-ce qu'on doit aussi forcément rééduquer le vieux chien pour quand on adopte un chiot. Pauline, je te laisse y aller. Donc, dès qu'on a un chiot avec un vieux chien, moi, je dirais, on les laisse communiquer au départ et puis intervenir si le chiot est trop excessif envers le vieux chien qui lui a montré en fait, des signes d'inconfort. Il a montré les dents, il a grogné. Le chiot s'en fout un petit peu, il y va. Le vieux chien ne le remet pas en place assez. C'est à nous en fait, d'intervenir et de dire bah, là, tu dépasses les bornes, laisse-le quoi. Et tu veux dire quoi par le remets pas en place, le remets pas assez en place? Bah, en fait, pas forcément assez, mais tu vois, j'ai eu des chiens où le vieux chien a montré un petit peu les dents, mais il fait rien de plus, tu vois, qu'il est dans l'inconfort, mais ça s'arrête là, alors qu'il aurait pincé un petit peu, il lui aurait montré, là, tu me saoules vraiment, le chiot aurait peut-être compris, quoi. Donc c'est pas grave que le vieux chien aille jusqu'au pincement sur le chiot. Bah, si le chiot n'a pas compris les premiers signes, les grognements, montrer les dents, c'est la suite logique, en fait. Le vieux chien va pincer en disant, bah là, c'est trop, quoi. Et jusqu'à quel moment tu vas dire que c'est normal, et à quel moment tu vas dire non, là c'est trop et je vais arrêter du coup le vieux chien, ou je vais intervenir sur le chiot? Si le vieux chien il est vraiment trop excessif, qu'il commence à avoir des plaies ou ça enclenche une bagarre, là non, on va pas jusque-là, bien sûr. On les laisse communiquer jusqu'à un certain point. Si c'est trop d'un sens ou d'un autre, c'est à ce moment-là où on intervient, quoi. Oui, d'accord, je suis d'accord. Le problème, c'est de savoir qui a tort et qui a raison des fois, et d'intervenir en fait proprement, et de ne pas s'alarmer si le vieux chien, à un moment donné, fait une toute petite griffure en fait, sur le museau ou sur l'oreille. Voilà, ça peut être un accident, mais du coup, de ne pas avoir l'effet contraire à ce moment-là, et d'interdire le vieux chien à grogner ou à intervenir sur le chiot parce qu'une fois, il a fait une toute petite plaie, alors qu'il avait raison, quoi, parce que sinon, ça crée de la déviance. Et effectivement, pour un vieux chien, ça peut être dur parce que le chiot va vouloir jouer, interagir, il va couper sa tranquillité, il va peut-être forcer dans le confort, c'est-à-dire dans le panier. Le vieux chien va être dans le panier tranquillement, le chiot va vouloir venir au contact, venir en fait se coucher à côté. Un peu, ouais, c'est ça. Et ça peut vite le saouler. Alors que nous, en tant qu'humains, on se dit bah ouais, mon chiot il veut juste alors du plaisir, du positif, et on peut ne pas comprendre. Et il y en a même qui ont peur du coup que le vieux chien est en train de pas accepter le chiot, alors que tout simplement, il demande en fait de la tranquillité, et que bizarrement, si le grognement marche, le vieux chien va tolérer le chiot parce que ça va être quelque chose de très apaisant et très positif pour lui. Il verra qu'il est respecté en fait. Donc, je pense qu'on l'a tous vécu ici. Oui, moi je l'ai vécu. Happy 11 ans, mon petit là, ma petite d'11 ans, et Talia qui est là-bas là, qui a 1 an et demi. Et ben ouais, en fait, Happy elle lui a grogné dessus, elle l'a pincé 1 ou 2 fois. Sans jamais aller plus loin, parce qu'Happy elle fait pas plus que ça en soi. Et il y a des fois, combien de fois j'ai dû aller naturellement, ou parce que tu lui as dit de pas faire plus que ça? Est-ce qu'elle le fait naturellement, ou c'est toi qui lui as dit de pas aller trop loin? Ouais, plutôt naturellement quand même. Happy elle a son bon caractère et elle sait s'arrêter en fait et pas aller trop loin, quoi. J'ai jamais trop dû la stopper. Non, je pense qu'elle le fait plutôt naturellement. Moi, ma chienne en fait Happy. Mais voilà, après, faut pas que le vieux chien voit le chiot arriver et aille lui mettre une tannée d'entrée parce qu'il veut être tranquille et que du coup, bam, il lui claque une plaie tout de suite. Ça peut traumatiser le chiot. Donc, faut avoir un chien qui est tolérant quand même à la maison. Mais à contrario, au chiot aussi de respecter et d'accepter du coup d'accepter le cadre en soi du vieux chien. Mais combien de fois moi j'ai dû aller dire à Talia stop, quoi. Je vois Happy qui grogne 1 fois, 2 fois, la 3e fois elle va le pincer un petit peu. Bah, c'est tout. Si Talia elle recommence, à moi maintenant de renforcer mon vieux chien et de lui dire oui, bah t'avais raison. Maintenant regarde, je vais apprendre en fait aussi à Talia moi d'arrêter quand on te demande d'arrêter. Donc des fois Happy elle allait le pincer. Et Talia, elle continuait encore d'aller dessus. Mais parce que beaucoup trop d'énergie, elle contrôlait pas, elle était beaucoup trop jeune, elle avait 3 mois et demi. Et en fait, elle se disait, à force, elle prenait l'habitude parce qu'elle se faisait grogner quand même dessus. Je veux dire, potentiellement tous les jours. Ouais. Et du coup, en fait, elle se dit, il se passe pas grand chose. Donc du coup, en gros, sur le grognement, vu qu'il se passe rien, je vais continuer encore un peu. Et c'est là où moi, je suis obligé d'intervenir plus en plus souvent parce que sinon, elle va banaliser le grognement.
Et ce qui fait que dans la rue, quand elle se fera grogner dessus par un chien, quand ils vont rentrer en contact sur une récréation ou une connerie, elle va se dire, le grognement, je m'en fous, je peux continuer. Alors qu'il y a des chiens, du coup, qui potentiellement vont aller plus vite qu'Happy et qui vont la pincer plus rapidement. Donc c'est un juste milieu à trouver où il faut savoir arrêter ton chiot, mais il faut savoir aussi poser des limites à ton vieux chien. Ou si juste, par exemple, ton chiot passe à 2 mètres du panier et qu'il y a ton vieux chien qui veut être tranquille, qui lui saute à la gorge pour lui dire, je vais être tranquille. Là, du coup, il faut mettre des limites aussi à ton vieux chien, quoi. Mais moi, je pars du principe où si tu prends 2 chiens, c'est parce que ton premier, déjà, il est déjà plutôt stable. Il est déjà plutôt stable. Ouais, ça, du coup, ça va être la question d'après. Ça sera la question d'après. Mais toi, du coup, tu as eu l'inverse. Parce que Lexi, elle grognait. Alexis, et Harley, elle s'en foutait un petit peu, du coup. C'est ça. En fait, Lexi 10 kilos, Harley 40. Donc, bon, c'est pas la même chose. Mais Lexi, elle grognait, elle a pincé aussi. Mais Harley, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait sa patte sur la tête de Lexi en disant vas-y, tais-toi, quoi. Enfin, donc, tu as dû intervenir. À chaque fois, je devais intervenir. Et maintenant ? Maintenant, elle est un petit peu excessive dans le jeu parce qu'elle a encore envie de jouer, mais quand Lexi commence à grogner, elle comprend et elle va. Harley part dans son panier, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que quand moi j'ai la chance parce que du coup c'était plutôt équilibré, puis j'avais Django qui était quand même très caractériel, mais il lui a jamais fait de play par exemple, et puis j'ai eu Chiot, du coup c'est différent aussi, mais oui, en fait c'était plutôt équilibré tout seul. Et du coup quand on a 2 chiens qu'on adopte un nouveau chiot, si le premier chien et pas forcément très équilibré, qu'il est un petit peu réactif aux congénères, qui tire un petit peu sur la laisse, qui saute, etc. Est-ce qu'on doit forcément rééduquer le premier chien ou on peut en fait se focaliser que sur le chiot et ça peut fonctionner? Moi, je dis que c'est un juste milieu à trouver. On est ici pour parler d'éducation en soi. Ouais. Moi, je vais plus essayer de partir sur les personnes qui sont lambda, qui pensent pas trop à l'éducation pure et dure de leur chien. Tu vois ce que je veux dire? Ou tiens, j'ai un chien, il a 10 ans ou il a 8 ans, j'aimerais bien en fait prendre un jeune chien pour que mon vieux puisse aussi lui apprendre quelques codes, etc. Mais il faut pas se tirer des bâtons dans les roues. Si vous avez un chien à l'extérieur, qui aboie sur tous les autres chiens, qui saute partout, qui saute sur vos invités, même s'il a 8 ans et qu'il est pas calme, qu'il est pas posé, qui a peur de tout ou qui à contrario est excessif sur tout ce qu'il voit, et à un moment vous allez tirer, en fait vous allez vous tirer une balle dans le pied, quoi. Lui le jeune, par mimétisme un petit peu et il va entendre aboyer par exemple sur un autre chien, à force, le jeune chien, si je fais rien, il va aussi aboyer sur les autres chiens par mimétisme sur le chien du foyer, quoi. Donc faut faire attention. Éducation, après si on parle dans l'éducation, il y a un minimum à avoir, pas forcément pur et dur, même si nous c'est ce qu'on va rechercher et on va chercher en fait quelque chose de hyper correct. Mais voilà, j'ai un chien qui tire un petit peu sur la laisse, qui est pas trop concentré, mais qui a un rappel en toutes circonstances et en toute distraction, ça peut potentiellement le faire. S'il est stable avec les autres chiens, bah déjà c'est un gros point positif. De la stabilité avec les autres chiens pour prendre un nouveau chien, pour moi c'est un point qui doit être à 100% ok, quoi. 100% ok. Il y a des points qui pour moi sont à 100% ok, c'est-à-dire que stable dans le domicile, faire des balades séparées, ça peut être mais bon, est-ce que c'est une vie, quoi? Encore une fois, il se tire une balle dans le pied. Ça dépend de la vie. Ça dépend de la vie que vous avez, quoi. Si vous avez le temps en fait de faire une demi-heure de balade au petit chien, au vieux chien, et une demi-heure de balade au jeune chien tous les jours, plusieurs fois par jour, bah faites-le volontiers, quoi. Mais et donc tu penses pas que dans tous les cas, même si le chien il est pas réactif aux autres chiens, qu'il est bien en laisse, etc., est-ce que tu penses qu'ils peuvent systématiquement aller balader avec les 2 chiens du coup? Non, bah non, surtout pas. Dans tous les cas, tous les cas, il faut faire un peu de balade, c'est pareil. Ouais. Sinon, ça va créer l'hyper-attachement pour le référencement, voilà, complètement. Et hyper-attachement va être créé, quoi. Et lui, le petit chien, il va être obligatoirement collé au vieux chien dans le domicile. Dans le domicile fénin. C'est taper une frayeur toute seule. Et donc, du coup, il va être collé dans le domicile, collé à l'extérieur. Et malheureusement, la suite logique, c'est le vieux chien parte avant le petit chien. Et si le jour où il y a ça, bah lui, le petit chien, il va être perdu et puis il va jamais être référencé sur vous, il va que être sur l'autre chien. Donc, c'est ça. Balade séparée, obligatoire si vous avez 2 chiens. Ouais. Toi, t'en penses quoi, toi, du coup? Moi, je dirais que de base, déjà, si tu prends un jeune chien, ton premier chien, il doit être à peu près bien. Tu vois, si t'es déjà en galère de fou avec ton premier chien, tu vas pas te mettre des bâtons dans les roues avec un chiot où ça va demander énormément de boulot en plus. Ah, mais il y en a qui se sont loupés sur le chien, le vieux chien. Oui. Ils veulent recommencer à zéro, ils veulent refaire bien. Ou alors ils veulent animer un peu le vieux chien. C'est-à-dire qu'ils commencent à plus avoir d'énergie, à plus trop bouger. Ils prennent un chiot pour le stimuler en fait un petit peu, pour le rebouger. Et du coup, effectivement, il y en a plein qui font ce choix-là, quoi. D'accord. Après, moi, je comprends du coup que ça peut être une erreur en fait. Pour moi, en tout cas, ça peut être une erreur parce que effectivement, si le premier chien est pas bien, sachant que le chiot va se focus naturellement sur le vieux chien,
plus que sur nous au départ, c'est compliqué. Après, je pense que les deux sont réalisables, mais je pense que la rééducation du vieux chien. Pour moi, elle est à 90%, je vais pas dire obligatoire, mais elle est à 100% conseillée en tout cas. Oui, je pense qu'il faut faire un minimum, comme tu dis. Et puis, si vraiment c'est pas viable ou que le propriétaire a pas forcément envie, il faut faire des balades séparées, il faut faire une éducation en fait séparée. Mais du coup, beaucoup plus complexe pour le chiot à tenir les codes, à tenir en fait l'obéissance, etc. Si l'autre à côté il fait sa vie et qu'il fait n'importe quoi, d'accord. Donc comme disait Alex, faut avoir le temps, quoi. Si tu veux faire que des balades séparées, pareil. Si tu veux partir en vacances à un moment, que tu veux prendre les chiens, il faut bien que ensemble tu puisses. Dans tous les cas, déjà un chiot c'est du temps à fond. Mais là, si on a le chien adulte après qui nous met un peu des bâtons dans les roues, ça peut vite être compliqué. Et après, je pense que il y en a beaucoup aussi qui ont fait des erreurs avec leur chien adulte et qui veulent pas reproduire les mêmes erreurs avec leur chiot. Mais du coup, qui se rendent pas compte qu'ils doivent quand même changer leur comportement avec le chien adulte. Mais bon, après, faut avoir un chien stable avant d'en reprendre un deuxième. Regarde, t'as attendu combien de temps, toi? Django et Maybe, entre les deux, 3 ans. Moi, avec Talia, elle a 1 an et demi. J'ai envie de reprendre encore un autre chien. Je vais encore attendre 1 an et demi, facile. Toi, c'est exactement la même chose. J'ai attendu 6 ans entre les deux. Toi, t'as attendu 6 ans entre les deux. Donc voilà, c'est clair qu'il faut attendre. Et nous, on est professionnels là-dedans. Et voilà, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour nous, entre guillemets, quoi. Bien sûr. Entre guillemets. On va pas faire d'erreur en soi. Et ceux qui prennent 2 chiens en fait en même temps, on va dire 2 chiots déjà. 2 chiots en même temps. C'est un beau défi. Bonne chance. Faut énormément de temps. Encore une fois, c'est toujours pareil. Le temps, le facteur temps, pour moi, il faut de l'envie, il faut de l'énergie. Faut pas trop se louper, quoi. L'énergie, elle est quand même 2 chiots. Des connaissances, je pense, parce que quand tu as 2 chiots, en fait, 2 individus différents, donc tu dois adapter ton comportement à chaque chiot. Parce qu'ils n'auront pas forcément non plus la même attitude, les mêmes problématiques, en fait, le même comportement. Chaud, donc, c'est chaud. Et après, il y en a qui même adoptent 2 chiens de refuge. En même temps. Tu vois, ils étaient dans le même chenil et ils se disent, je vais pas les séparer, je vais prendre les 2 en même temps. Là, c'est aussi en fait un autre travail. Encore une fois, ça dépend de jusqu'où tu veux aller. Est-ce que tu veux aller en vacances avec ton chien? Est-ce que tu veux les lâcher? Est-ce que tu veux en fait te balader en milieu distractif en laisse courte et que ça attire pas sur la laisse? Il y a plein de choses en fait à voir. Mais bon, dans tous les cas, c'est un bon défi, c'est une bonne expérience pour l'humain. Mais par contre, en fait, ça demandera du travail. Et je pense qu'effectivement, avoir un chien adulte bien éduqué, bien dans ses pattes, c'est quand même un point fort énorme. Pour l'éducation. Complètement. Pour moi, prendre des chiens, c'est une harmonie de vie. C'est-à-dire que tu es content d'avoir des chiens, tu es content de partager du plaisir avec eux. Pour moi, pour avoir une harmonie de vie cool avec tes chiens, je peux dire t'es parce que du coup on parle de 2 chiens, il faut que le premier soit cool. Et une fois que je suis à peu près tranquille avec mon premier, je prends mon deuxième. Et au moins, ça sera toujours cool. Si commencer à prendre 2 chiens pour au final te dire, ouais, j'ai 2 chiens, mais ça m'embête en fait. Et je vais aller en promener qu'un parce que lui, il est infernal. Et les 2 en promenade, ils font n'importe quoi tous les 2 parce qu'ils sont trop jeunes. Ou alors parce qu'ils sont trop jeunes et qu'il n'y a pas eu forcément d'éducation derrière. Faut que ça reste une harmonie de vie. Et il faut réfléchir. Déjà qu'il faut réfléchir énormément avant de prendre un chien. Mais avant d'en prendre un deuxième, il faut réfléchir à fond, quoi. Donc tu dis harmonie de vie, ça me fait poser, ça m'interroge sur une question. Dans ce cas-là, est-ce que tu dois avoir un but quand tu prends un chien? Tu vois, parce que toi tu dis il faut qu'il y ait une utilité, il faut qu'il y ait un plaisir. Est-ce que tu dois avoir un but du coup? Le but de plaisir. Enfin, je sais pas. Moi personnellement, déjà mon premier but c'était de me faire plaisir avec mon chien. Ouais. C'est-à-dire que moi j'aime bien aller courir, j'aime bien faire du vélo. C'est pour ça que j'ai pris un chien athlétique, mais je me fais plaisir avec elle. Si il y a quelqu'un, par exemple, des gens qui vont vouloir avoir leur chien à la maison tranquille pour histoire de profiter, d'avoir une présence dans la maison et de pouvoir aller balader aussi, de se donner l'envie d'aller voir un petit peu pour de la balade, etc. Parce qu'ils sortent plus beaucoup, ils prennent un chien moins athlétique du style du King Charles ou quoi, et eux aussi vont se faire plaisir différemment, mais chacun ses plaisirs avec son chien, quoi. Donc je pense que le premier but déjà c'est le plaisir. Enfin je sais pas comment tu le ressens, mais moi. Et donc du coup pour prendre un chien il y a obligatoirement un but. Le premier but, le facteur plaisir, il est là tout le temps, quoi, tu vois. Il y en a qui prennent des chiens pour but de présence, parce que c'est beau. Mais du coup, le but, il est. Est-ce que le but est bon? Est-ce que si tu prends un chien parce qu'il est beau, est-ce que c'est un bon objectif? Non, c'est pas un bon objectif, c'est sûr. Enfin, ça peut vite être compliqué parce que c'est pas que beau. Et après, du coup, c'est une autre chose du coup par rapport à ce que tu as dit, c'est adapter la race. Ah oui, ça. Parce que par rapport à ton but, par rapport à ton objectif. Puis par rapport à ton mode de vie aussi, surtout. C'est-à-dire, dis en fait un petit peu, sans faire de clichés, parce qu'encore une fois, on peut pas faire de clichés. Il peut y avoir des bergers australiens qui sont calmes. C'est ça. Voilà. Mais sans faire de clichés, dis un petit peu par rapport en fait à certaines races,
certains modes de vie qui conviendraient mieux. Par rapport à Alex, il disait il a pris un chien athlétique parce qu'il aime courir, faire du vélo, etc. Il n'aurait pas pris Harley. Tu vois. Harley, c'est le grosse mémère tranquille. Elle est bien, elle est endurante en randonnée, etc. Mais tu vas pas aller lui faire du vélo. Donc, si tu veux une petite vie posée, tranquille, calme, tu vas pas prendre un chien qui déborde d'énergie. Tous les chiens hors chien de travail, quoi. Tu vois, tous les chiens hors chien de berger, tous les chiens qui sont pas dans l'énergie, tous les chiens hors chasse, par exemple, aussi. Je pense que si tu veux en fait un petit train-train quotidien et tu veux pas te mettre des bâtons dans les roues et que t'as pas une énergie de malade, il faut pas en fait aller chercher ce type de race-là. Ah bah oui, non, puis si tu veux faire du canicross, tu prends pas un Westie, quoi. C'est ça. Faut adapter, quoi. C'est clair. Donc les petits chiens, ça serait plus pour quelle catégorie? Ça dépend. Ça dépend. Petit chien, je prends le Jack, typique. Moi, mon Jack, je peux te garantir que bon là, elle a 12 ans, je la laisse tranquille, mais il y a 4-5 ans de ça, j'allais courir 10 bornes avec mon Jack, il n'y avait aucun problème. Et elle tirait devant. Alors ouais, c'est sûr que moi, elle me tirait pas beaucoup parce que le rapport poids-puissance, c'est pas la même chose. Mais elle y allait quoi. Un Jack, ça déborde d'énergie, pourtant c'est un petit chien. Pourtant, c'est un petit chien. Du coup, c'est une race terrier. Du coup, c'est une race terrier, donc de base qui est endurant pour la chasse, machin, etc. Et donc la race, faut apprendre à connaître la race avant de prendre un chien, quoi. Ouais, c'est pas le cliché du. C'est le golden, le style du golden, quoi. Le golden de base, c'est des chiens qui travaillent. Il y a des golden en douane, il y a des golden qui recherchent du tube, du tabac. Labrador, pareil. Du labrador, c'est pareil. Et c'est pas forcément le pépère tranquille, quoi. C'est quand il aura 6 ans, mais généralement tous les chiens à 6 ans, ils sont à peu près posés. Hors chien de gros travail, mais. Et du coup, c'est quoi le chien de compagnie, la race? On se dirait, tu veux un chien de compagnie, vraiment de compagnie, qui te suit partout, qui est pépère, etc. Quelle est pour vous dans votre tête, du coup, une race qu'on voit peut-être rarement, hein, mais Bouvier, moi. Moi, j'allais dire, je suis pas objective, mais j'aurais dit Saint-Bernard Bouvier. Mais Saint-Bernard, pas trop moteur. Hein. Pas trop moteur de ouf. Pas trop moteur. Donc Bouvier, moi, je prends l'exemple de Scott et Ona qui sont monstrueux. Je les adore, ces deux Bouviers-là. Ils sont ouf. Et tu vois Scott qui a 1 an et demi, mais qui est plutôt quand même pas tout. Quoi. Après, faites attention physiquement. Ça reste des chiens qui font 40-50 kilos. Et oui, un Bouvier, c'est pas parce que je vous dis qu'un Bouvier c'est calme, qu'il va pas tirer en laisse, qu'il va pas essayer d'aller aboyer sur les autres chiens, etc. Ça dépend de votre éducation quotidienne, les problèmes qu'il peut rencontrer dans sa vie. On fait attention, ça fait 40-45 kilos. Faut physiquement tenir le coup, quoi. Ouais, attends, tu parlais Saint-Bernard, berger de Podal, montagne des Pyrénées, etc. Faut faire attention parce qu'il y a des patrons moteurs quand même qui sont assez forts dessus, de protection, de garde et de réactivité. Ça, je l'ai vu. Du coup, en fait, faut quand même faire gaffe. Tu vois, encore une fois, là, c'est des clichés de beauté à dire ah bah ouais, mais il est beau, c'est beau, c'est trop bien, c'est magnifique, c'est un nounours. Mais il y a montrer quand même que c'est pas forcément le petit chien, tu vois, qui va être adapté à la famille. bien sûr, exactement, complètement. En fait, vie de famille, on va prendre le tout petit chien. Non, en fait, un gros chien, il peut être adapté à la vie de famille. Après, il y a le golden, mais encore une fois, moi, le golden, je mets il faut de l'énergie avec un golden, quoi. Enfin, je conseillerais pas une famille qui sort pas trop, une dame ou un homme qui sort pas trop, qui est casanier, de prendre un golden, en fait, parce qu'il y a quand même des petits patrons d'énergie qui sont pas mal sur les golden. Ils ont tous leurs qualités, leurs défauts. Dans tous les cas, oui, complètement. Mais je veux dire, le golden pour le fatiguer, un jeune golden pour le fatiguer, t'es facile, en train de sortir 35, 1 heure, quoi, 35 minutes, 1 heure. Un petit cavalier King Charles, par exemple, même s'il a 1 an et demi, tu vas sortir 35-40 minutes déjà, il va bien être fatigué, il sera moins endurant qu'un golden qui a aussi des patrons de travail, etc. quoi. Donc, je suis d'accord. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bien attention, quoi. Mais du coup, en fait, si on veut résumer, effectivement, je pense qu'on doit rééduquer à 90%, on doit rééduquer le chien en fait adulte. On doit faire gaffe au chiot qu'on prend, pourquoi on le prend, quel est le but, la race qu'on prend, et après adapter et être capable aussi de contrôler la situation pour pas qu'il y ait de divorce entre les deux chiens, parce que alors là, sinon c'est compliqué. Et puis voilà, être conscient de l'énergie et de l'engagement qu'il va falloir faire au quotidien pour réussir à éduquer tout le monde. Ok, je pense que c'était pas mal. Bah ouais, c'était plutôt un bon sujet, une bonne question. Oui, une bonne petite question. Comment gérer son chien lorsqu'on a des invités ? C'est-à-dire vraiment, on va faire vraiment la soirée où tu reçois 18 personnes, où tu sais que ça va bouger, ça va picoler, ça va danser. Comment en fait gérer ton chien ? Je vais parler tout autre du chien. Gérer vos invités déjà. Déjà, c'est la première chose à faire. Avant de mettre la faute sur le chien, déjà, on va gérer vos invités. Ça peut être quoi gérer les invités au départ ? Ça peut être quoi ? Au départ, alors, pourquoi on nous demande ça déjà ? La question, elle est un peu comment gérer le chien, mais en gros, ça veut dire le chien saute sur les gens, le chien il aboie, le chien il vient en fait faire la fête à tout le monde, il est dans les jambes, il peut craquer en fait les collants, les machins. Et donc du coup, c'est avoir un chien stable au moment
de l'arrivée des invités. C'est-à-dire que il y a des invités, ok, c'est bon. À la limite, je dis bonjour vite fait et puis je vais dans mon panier tranquille. Mais avant ça, gérez vos invités. Les invités, moi, je leur demande d'ignorer le chien, de pas dire « Oh, mais il est trop beau !» Même s'ils ont qu'une envie, c'est de faire ça. Au plus, ils vont mettre d'émotion déjà. Au plus, ils vont dire au chien « Oui, vas-y, viens et énerve-toi. » Avant, il y a des éducs qui disent l'inverse. Ils disent qu'il faut dire bonjour au chien pour en fait qu'il saute pas. Oui, c'est leur façon de voir les choses. C'est pas ma façon de voir les choses, chacun son truc. Pourquoi pas dire bonjour au chien? Alors oui, le chien vient vous dire bonjour. Vous allez lui dire bonjour. Comment il va? Ça dépend le chien. C'est clair que moi, il y a Happy qui vient vous dire bonjour. Vous allez faire une caresse, elle s'en fout. Elle a 12 ans. Ouais. Talia, elle vient vous dire bonjour, vous allez dire bonjour ma louloute. Elle va déclencher direct, elle va avoir l'émotion positive en face d'elle. Moi, cette émotion-là, du bonjour ma louloute, tu mon pépé, oui. Regardez, là, elle a juste envie, c'est de me sauter dessus et c'est vas-y, c'est bon, démarre dans le jeu. Ouais. Mais donc, du coup, c'est l'émotion que j'utilise au quotidien. Donc, il y a quelqu'un qui va rentrer, qui va dire ça. Elle va dire, ok, elle va s'énerver. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième personne. Il va y en avoir plein et que c'est émotionnel et elle va galérer à se contrôler. Et qu'est-ce qui va se passer quand cette personne-là, elle va revenir la fois d'après? Voilà. Elle va recréer cette excitation encore plus. Et puis même, en fait, les chiens vont pas faire la part des choses où juste bonjour, ça dure 3 secondes. Et après, hop, je me relève et je m'en vais. Ça y est, le chien, il s'arrête. Et le chien s'arrête. Ah oui, si, quand vous avez des chiens éduqués, ça fonctionne. Quand vous avez des chiens éduqués, ça fonctionne. Mais sur un chien qui a 6 mois, mon Dieu, ignorez-les, attendez que tout le monde rentre tranquillement. Et pas que à la porte. Pas que à la porte, tout le temps, dans la maison. Moi, je dis généralement 30 minutes après, un bon 30 minutes après, où je dis à ma chienne de bouger. Moi, elle est dans le panier, on peut bouger. Elle fait ça. Moi, c'est dans le panier, on peut bouger pendant 30 minutes. Si elle contrôle pas. Quand elle contrôle pas. Si je vois qu'au bout de 5 minutes, après c'est toujours pareil, il y a 20 personnes, je vais attendre 30 minutes dans le panier. Il y a 3 personnes, on s'assied, paf, je lui dis vas-y, sors. Après, c'est tout. Toi, c'est parce que tu as de l'obéissance, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire les gens à ce moment-là? Ils pourraient tout simplement isoler. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui isolent pas assez. Alors que, sur des jeunes chiens, après, isoler, il faut faire attention, il y a la socialisation, etc. Mais sur des chiens qui sautent comme des oufs, machin, etc. Isoler, c'est bien. Mais bon, après, vous allez aller le chercher après, parce que isoler, ce qui veut dire isoler, dit pas progresser. Oui, non, bien sûr, mais c'est pas fuir la situation, c'est on dit bonjour, tac, on laisse le moment de situation passer, on va chercher le chien, même ils peuvent aller le chercher en laisse. Ah oui, comme c'est mieux. Ça, en fait, ça part pas dans tous les sens pour les premières fois, voir un peu comment il se comporte et après laisser du mou en fait au fur et à mesure. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent gérer la situation en verbal, mais bon, on va pas faire un débat sur le verbal, mais dans le principe, c'est encore pire. Mais je pense que mettre la laisse, ça peut être une super idée. Et peu de gens le font, c'est ça. Et peu de gens le font. Et ça veut pas dire tendre la laisse court. On laisse du mou, on laisse le chien en fait aller au contact et voilà. Et après du coup. Moi, je pense que même si au bout d'une heure, par exemple, il y a une personne qui prend une balle et qui joue avec la balle à l'intérieur de la maison avec le chien, il crée une excitation sur le chien de malade. Et le chien, la prochaine fois qu'il va revoir cette personne-là, il va s'en souvenir. Il va s'en souvenir et il va recréer cette émotion-là. Donc c'est dur parce qu'on n'a pas un chien pour que ce soit un pot de fleurs, mais en même temps, si on crée trop d'excitation et qu'on crée trop d'interaction en fait avec le chien, ça va forcément créer du jus, créer en fait un chien qui va être un petit peu oppressant en fait sur les humains et sur les gosses c'est pareil. C'est-à-dire que le chien qui court après les gosses, qui joue avec les gosses, etc. C'est drôle 5 minutes et après on nous appelle parce qu'il a pincé ou parce qu'en fait il a sauté ou parce que après, voilà. Comme il disait Alex, faut aussi gérer les invités. Tu vois, si comme tu dis il y a des gosses. Faut pas que les gosses aillent harceler le chien non plus toute la soirée, qu'il ait son coin tranquille aussi, et puis dire aux enfants, au bout d'un moment, laissez-le tranquille aussi. Quoi. Exactement. Le chien puisse avoir son. Et c'est là où on retrouve le labrador qui a déjà été le chien le plus mordeur de France. Oui, bien sûr. Parce que tous les gosses, vas-y, c'est un labrador, t'inquiète, ça nous dorse. Ouais. Oui, non, bien sûr. Moi, je reçois 18 personnes. Je pense que mes chiens, ils viennent dans le lieu de l'événement en fait de temps en temps. Mais je pense qu'assez souvent, si c'est chez moi en tout cas, je vais les isoler, je vais leur proposer le jardin, je vais leur proposer leur piège, je vais leur proposer le tapis, je vais leur proposer des actions positives à ce moment-là, c'est-à-dire en fait des outils de mastication, tapis de léchage, jeux d'intelligence, etc. Mais si je dois servir des repas, si en fait je dois m'occuper de la soirée, etc. et que je suis pas focus sur mes chiens un minimum, je vais pas laisser mes chiens avec des gosses, avec des gens qui courent dans tous les sens, qui font n'importe quoi. Et après, encore une fois, c'est une vision des choses. C'est ta vision de l'éducation. Il y a des gens, à mon avis, qui vont nous regarder, qui vont dire comment ça, mon Dieu, mais il est pas gentil avec ses chiens, il y a du monde, il les isole et tout. C'est sûr, c'est sûr. Alors qu'en vrai, c'est juste ta vision de l'éducation, quoi. C'est juste ta vision de l'éducation. C'est juste qu'au moins, il n'y a aucun problème. Tu sais que tes chiens sont tranquilles dans son coin et qu'il a le truc à mastiquer. En positif, ouais. Il a le truc à mastiquer et au moins il est tranquille et il n'y a aucun problème en fait dans le lieu où tu reçois tes invités. À contrario, il y a des façons de penser différentes. Mais je fais ça à cause des invités, pas à cause de mes chiens. C'est ça qui est important à dire. C'est qu'en fait, si tous mes invités, ils étaient neutres et que les gosses que je reçois, je sais dans mon cœur qu'ils vont être neutres. C'est tout, là, je fais rien, je les laisse. Mais
c'est impossible de faire confiance à des gosses qui vont s'exciter, ou même à des chiens d'ailleurs, hein. Avec des gosses, quoi, ça peut vite partir en fait, dans tous les sens pour rien, quoi, d'accord. Donc moi je pense que c'est important, comme tu disais, de pas tout le temps les isoler, parce que ça du coup c'est pas productif, ça sert à rien. De faire dans des moments calmes, dans des moments en fait où c'est le café, dans les moments en fait où on est posé, de les inviter à venir, avoir des petites interactions, c'est pas un problème. De leur demander de la neutralité, mais dès qu'on voit que ça commence à crier, à danser, à chanter, à jouer comme des malades, etc. Bah, pourquoi pas en fait leur demander d'être un petit peu à l'écart à ce moment-là, ou alors après s'ils sont neutres, ils sont neutres. Oui, il y a beaucoup de chiens qui vont être neutres, mais bon, mais on est là à plus 18-20 personnes, excessifs émotionnellement. Hein. Et à 18-20 personnes dans 60 mètres carrés, ça peut vite être invasif et ça peut vite créer des accidents et des déviances en fait pour rien, quoi, d'accord. Donc voilà, je pense que c'est important, il faut pas avoir peur de le faire. Mais il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas que le chien fasse un lien entre l'isolement et les gens. À chaque fois qu'il y a les gosses, à chaque fois que je me fais isoler, et en plus l'isolement pour moi c'est négatif, parce que alors là ça peut créer de la déviance à fond. Il faut faire attention. D'où l'intérêt encore une fois de travailler l'isolement ou de travailler en fait le retrait. Et encore une fois, si tous les invités étaient neutres, on n'aurait pas besoin. Ça serait 100 fois plus facile. Voilà. On n'aurait pas besoin de faire ça, mais c'est impossible. C'est impossible. Et sur des chiots, c'est encore pire. Ah oui, parce c'est-à-dire que de 2 à 9 mois, ils mettent du jus systématiquement parce que le chiot il est trop beau, parce qu'il est marrant, etc. Et à partir de 1 an jusqu'à ses 8 ans, d'un seul coup, en fait, il devient en fait invasif et il devient en fait. Et c'est pareil quand il est chiot, ton invité va rentrer, le petit chien, il va lui sauter dessus, c'est pas grave. Si le même invité revient 1 an plus tard, des belles baskets blanches, nickel, toutes neuves, avec un pantalon bien neuf, beige. Puis là, il va dire, oh ton chien, paf, il va lui sauter dessus. Ah ouais, mais je suis tout sale et tout. Bah ouais, mais. Après, ton chien a tort, mais lui a tort aussi, quoi. Il y a le saut, les aboiements et les mordiments, d'accord. J'ai quand même, avant, j'en avais, je trouve, moins, ou ça me marquait moins. Et là, j'ai quand même des chiens qui viennent se pendre positivement au bras. Par excitation positive, d'accord. Après, il y a le rôle du propriétaire aussi là-dedans. Fort, hein. Ça me fait penser, du coup. Il y a le rôle du propriétaire où quand vous rentrez chez vous du boulot, vous faites pareil que vos invités. Ah bah oui. Vous envoyez un jus monstre, tu m'as manqué toute la journée. Et là, du coup, on va en revenir au dites bonjour à vos chiens. Mais bonjour, quoi. Ouais. Tac. Si vous voulez faire une petite caresse, coucou loulou, et tac, terminé. Et vous allez même voir que ce coucou loulou là, il va en exciter plus d'un chien. Et pourtant, en fait, on voit des vidéos sur YouTube où le gars il revient de l'armée au bout de 6 mois et son chien il lui fait la fête comme un malade. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a reconnu son propriétaire, il passe sa vie avec lui. Parce qu'il a mis du positif, à mon avis. Il va, et puis même l'émotion qu'il met en fait le militaire quand il rentre, il appelle son chien, dès que son chien le reconnaît tout de suite, il est trop content de voir comme s'il voyait son gosse en fait en même temps, quoi. Il est trop content de le voir. Donc il met une émotion de malade en lien avec la porte. Fou, et donc le chien, il met une émotion de fou. Donc c'est pas parce qu'il lui a manqué, c'est parce que le gars met une émotion de malade. C'est parce que le gars il met une émotion de malade. Je suis persuadé que le même gars militaire qui rentre de l'armée, juste il rentre, le chien, je pense il va être plus content que d'habitude, mais s'il met aucune émotion, il va se calmer hyper vite. J'en suis persuadé. Et s'il part, il rentre de 6 mois d'armée, il repart chercher du pain, il revient. Bah à mon avis, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Bah oui. Parce que c'est l'émotion qui met à l'entrée. C'est l'émotion qui met à l'entrée. C'est ça, exactement. Donc le chien, il comprend que dans cette situation-là, à l'ouverture de porte, qu'est-ce qui se passe? Hyper émotionnel. Et après, du coup, pendant la soirée, c'est par exemple mon chien. Donc on se lève, on danse un peu, ou les gosses ils jouent, et mon chien il va au contact et il saute, il aboie, etc. Qu'est-ce que je fais? Bah je le mets en laisse et puis j'assume. Faut assumer dans ces cas-là. Où je travaille, et après encore une fois où j'évite. Mais évitement, ça veut dire isolement, et donc attention à l'isolement. Ouais. On fait dans le positif et on essaie de l'isoler. Moi je le mettrais pas en fait à l'isolement juste au moment où il a sauté. Je le mettrai en laisse, je le contrôlerai pendant 1 ou 2 minutes, et une fois que je l'ai contrôlé en laisse, viens mon pépère, on va se calmer tranquille, on va dans ta chambre en gros, et va te mettre là en fait, et tiens, là un truc à mastiquer, etc. Je le ferai pas en punition, parce qu'en vrai le malheureux chien, si j'ai pas travaillé avant sur le fait que il a pas le droit de sauter sur les gens et il doit rester neutre, bah lui il va se retrouver à sauter sur des gens, il va se faire punir direct, il va l'isoler sans mastication. Pour moi la punition elle est un peu drastique, on lui a même pas encore appris. Donc faire attention à ça, quoi. Puis l'apprentissage, parce que là t'es en distraction, des gens qui courent, des gens qui sautent, c'est hyper compliqué. Donc en fait mettre un pas bouger même dans cette situation-là. Bah, tu vas passer ton temps à aller le remettre en pas bouger. En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont réussir en fait à le tenir. Ou ceux qui arrivent à le tenir, c'est que leur chien, il va pas aller sauter sur le. Donc tout sera réglé en même temps, quoi. En soi, c'est juste un apprentissage.
Tous les jours. Et je pense que mettre un collier et utiliser une laisse aussi pendant ces situations-là, c'est essentiel pour éviter les accidents où je vais aller choper le chien au cou, où en fait il y a un morceau de pain qui tombe sous la table et le chien il va en dessous de la table et tout le monde veut le dégager le chien et que ça crée des accidents en fait en dessous de la table. Donc voilà. Bon déjà ça, après l'apprentissage aussi de pas aller chercher les trucs qui tombent quoi. Enfin, oui. Tout est relatif au final où voilà, relié, moi je fais tomber mon plat de poulet, mes chiens restent au panier quoi. Enfin, c'est ça. Mais c'est un apprentissage, ça s'appelle les autocontrôles quoi. Oui, et c'est pour ça que attention parce que ce niveau-là de difficulté est très dur. Haut, et du coup ne pas mettre son chien dans un niveau de difficulté trop haut qui va créer du conflit parce qu'on va se dire ouais mais il comprend ou il sait d'habitude il arrive à le faire mais ça n'a rien à voir. Là, il y a beaucoup de variables et du coup en fait ils n'arrivent pas en fait à se. Il y a tellement de chiens qui se font engueuler chez eux. Il y a 20 invités, ils font la fête, ils débordent d'émotions. Mais en même temps, je fais jamais travailler mon chien en situation et je lui apprends jamais à se calmer. Donc, à un moment, le pauvre chien, il se fait engueuler, il s'est déchiré. On lui gueule dessus, même si au final, il s'en fout. Et il se retrouve isolé dans un garage ou une connerie. Mais en fait, lui, il comprend pas pourquoi. On lui a jamais appris à être calme. Apprenez-lui à être calme avec un collier, une laisse. On gère tranquillement quand il y a 1, 2, 3 personnes, 4, 5, et ça fonctionne. Et puis après, ça ira beaucoup mieux. L'apprentissage, il est là. Faut pas non plus engueuler son chien en permanence. Si je les invités ne vous mettent pas des bâtons dans les roues pour rien. Vos invités vont vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas grave, c'est mamie, t'inquiète. Mais non. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, etc. J'aime bien les chiens. Non, t'inquiète, il sent mon chien que j'ai chez moi aussi. Ça aussi. Où il est gentil, j'ai souvent bah ouais mais avant il était gentil et puis là il y a quelqu'un d'alcoolisé qui est tombé sur le chien ou le gosse est tombé sur le chien ou le gosse s'est assis sur le chien la dernière fois j'ai eu et il s'est fait pincer mais en même temps le gosse s'assoit sur le chien ton chien a beau être gentil si il en prenait plein la tête depuis une heure et qu'en plus le gosse il vient s'asseoir dessus c'est trop pareil, il faut faire attention avec les enfants et du coup aussi donner accès au lieu d'apaisement donc c'est-à-dire son espace de vie. Je pense que ça va être essentiel que le chien puisse avoir accès là-bas et que personne bien interdire en fait aux enfants, allez pas le chercher quand il est dans le panier. Même les adultes, les adultes alcoolisés, etc. Même moi, ça m'arrive en soirée où j'ai un ami, en fait, je vais pas citer son nom, mais je devrais d'ailleurs. Allez, vas-y, balance. Il a excité Maybe, pas Django comme par hasard, mais il a excité Maybe en fait dans l'excitation. Enfin, il a vraiment monté en pression en faisant semblant de faire la bagarre. Sauf que moi, j'ai vu que ma chienne, à un moment donné. Elle était vraiment en partie en bagarre, quoi, d'accord, où là, elle avait la crête, etc. Parce que là, elle sentait que là, c'était trop fort, trop dur, il y avait trop d'agressivité, trop de tension. Et du coup, c'est moi qui ai dû arrêter, quoi, d'accord. Mais non, je rigole. Non, mais elle rigole pas. Elle rigole pas. Là, tu es en train de la monter en excitation pour rien. Et ça, c'est un truc qu'elle se souviendra toute sa vie avec cet individu-là. Oui. Quand elle va le revoir, elle aura toujours une petite méfiance. À se dire, ouais, mais lui, il est capable de faire ça. Et du coup, toute sa vie, il est en train de créer un truc où ma chienne, elle va le voir d'une certaine manière, quoi, d'accord. Donc, vraiment, je pense que la neutralité, c'est dur pour les invités, mais c'est essentiel. Après, moi, je vais chez les gens, le chien, il vient un peu, je vais le caresser un peu. Mais dès qu'il va sauter, s'exciter, etc., je vais arrêter, je vais faire autre chose. Faut un juste milieu. Faut un juste milieu. C'est ce qu'on fait en arrivant chez nos clients. Enfin, moi, quand j'arrive chez mes clients, j'ai comme s'il n'y avait pas de chien. Nous, on est neutre à fond. On a appris. Bonjour, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu demandes à tes invités d'être neutres, ils vont faire ça. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, sans le vouloir, ils vont quand même envoyer une émotion parce qu'ils vont être comme ça. Et je regarde pas le chien. Vu que si vous rentrez norme, mais moi je sais pas comment le dire, mais je rentre en fait et le chien comme un poteau, sans émotion. On a bien vu avec ma stagiaire la dernière fois avec les bergers allemands. Tout de suite les deux se sont fixés sur elle. Alors qu'elle elle s'est mis comment? Elle s'est juste mis comme ça. C'est ça. Elle a cru qu'elle était neutre. Alors qu'elle a envoyé des émotions. Sauf que voilà, son cœur, son cardio, sa tension, sa transpiration. C'est vrai que les deux bergers allemands, mais direct. Alors que nous on est passé. Et ils s'en foutaient, quoi, d'accord. Mais après, c'est dur d'être neutre. Ceux qui ont peur des chiens, voilà. Après, c'est pareil. Moi, je pense que quelqu'un qui a peur des chiens, dans nos invités, il y a quelqu'un qui a peur des chiens. Aucun intérêt. Moi, je vais les isoler directement. Voilà, à laisser les chiens, en fait, à dire mais ça va aller. C'est mes chiens. Mon chien est gentil. Voilà. Ou c'est mes chiens, donc je dois pas bouger mes chiens parce que ces émotions intérieures, même si il le mange pas. Puis même, t'as envie que tes invités ils se sentent bien. Tu vois, mais oui, c'est ça, c'est important. Pas forcer en disant vas-y. Ou alors on le force, c'est pas forcé, mais on le travaille, mais on laisse, on donne des bonbons, on fait du positif, et puis voilà, une fois que c'est fini, et puis on fait autre chose. Mais encore une fois, même quand il y a des enfants, il faut pas passer son temps pour les parents ou pour nous à dire ils sont où les gosses, ils sont où les chiens. Voilà, puis moi j'ai 2 malinois. Voilà, en fait, les gens. Il faut une contrainte en fait. Les parents, ils peuvent baliser, d'accord, de se dire. Oui, avec la race, ils peuvent baliser. Les deux loulous, en fait, tu vois, ceux qui sont pas. Après, c'est normal. Donc, voilà, il y en a plein qui comprennent pas, et je trouve que c'est une erreur. Donc voilà, quand on a des faire attention avec les enfants, quoi. Moi, je sais que Talia, quand j'ai eu Talia, j'avais une filleule, j'ai ma filleule qui avait 1 an et demi, je crois, qui faisait tout juste du 4 pattes, 1 an. Et drastiquement, en fait, j'ai appris à ma chaîne, les enfants, c'est interdit. Quand moi, je suis pas là, par contre.
Mais à contrario, du coup, je lui ai montré que c'était interdit, mais j'allais lui montrer les enfants en laisse. Je lui disais juste qu'elle n'avait pas le droit d'interagir avec les enfants. Tu mettais pas de conséquences négatives en lien avec les enfants, c'est ça que tu veux dire. Non, j'interdisais juste le contact, l'interaction avec les enfants quand moi j'étais pas là. C'est-à-dire que je l'ai sociabilisé avec ma filleule, c'était le premier enfant qu'elle a vu, mais en laisse, collier, j'allais à côté d'elle, dès qu'elle voulait y aller, paf, je partais de l'autre côté, etc. J'ai pas mis de négatif sur les enfants, j'ai juste neutralisé les enfants. Et ce qui fait que maintenant, j'autorise à aller sur les enfants sont cool, elle est cool, dès que je vois que ça monte en excitation, après j'ai une belle obéissance, c'est-à-dire stop panier. Paf, demi-tour panier, terminé. Mais après, tu pourrais faire juste un laisse normal et qu'elle doit ou un laisse, voilà. Un laisse, oui, complètement. Mais attention avec les enfants, ça peut être dangereux. Votre chien, même s'il est gentil, mais un coup de cul, paf. Ah oui. Bah moi, c'est direction l'hôpital parce qu'il s'est ouvert le crâne. Elle est gentille, elle est gentille. Là, c'était plus Lexi, tu vois, elle est gentille comme tout. Mais j'ai déjà eu des invités où les enfants, ils sont allés dans son panier, je regardais pas, ils lui ont tiré les oreilles, ils lui ont tiré la queue et elle fait rien. C'est une crème, Enfin voilà, en vrai, il faut faire attention aussi. C'est pas toujours de la faute du chien, il faut faire attention aux enfants aussi. Mais Marley, elle peut être un peu brute. Harley, quand il y a des tout petits, je mets dehors parce que. Et voilà, du coup, on en revient sur l'isolement. Dehors, c'est positif pour elle et tout. C'est ça, parce que bon, elle fait quand même 40 kilos. La dernière fois, j'ai eu l'anniversaire de mon fils, il y avait une petite, elle a 2 ans. Enfin, elle va pas le faire négativement, mais elle marche et elle met un coup de cul. Et puis attention, parce que Alex parle beaucoup du panier, mais. C'est un panier qui est contrôlé positivement. C'est pas mettre son chien en panier en fait à chaque fois comme ça. C'est un panier qui est juste qu'au moins elle s'apaise et elle prend les choses positivement et elle relâche. Elle relâche un petit peu, mais tout le monde ne peut pas faire un panier comme toi. Tu fais un panier parce que sinon ça peut créer l'inverse. Oui, ça peut créer beaucoup de tension, beaucoup de conflits. Encore une fois, je pense que l'isolement avec une porte, avec le jardin, avec une pièce, avec la cage pour ceux qui ont une cage, ça peut être positif. Encore une fois. C'est notre première séance, elle est là-dessus. Attention au lieu d'isolement, quoi. Il ne faut pas qu'ils soient en plein milieu de l'espace de vie parce que sinon, ce ne sera jamais apaisant pour l'individu, pour le chien, et du coup, en fait, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà. Intéressant aussi. J'aimerais en fait qu'on parle de la propreté chez le chien parce que je vois encore malheureusement des petits trucs qui me dérangent en fait un petit peu. Vas-y Alex, dis-le. On pense tous la même chose, mais enlevez-moi vos alaises s'il vous plaît. Pourquoi ? Enlevez-moi ça. Mais je suis en train d'autoriser le chien à vulgairement pisser chez moi. C'est-à-dire, oui, vas-y, tiens, c'est bon, c'est là. Et donc, du coup, alors certes, c'est bien, il a sa petite alaise, c'est bien, c'est propre, j'ai juste enlevé la laisse, passé un coup de lingette nettoyante en dessous. Bon courage pour vos tapis plus tard déjà. Et puis même, quoi, la propreté, c'est dehors. Pourquoi lui apprendre à être propre dedans ? C'est quoi un chien propre déjà de base pour vous ? Un chien propre. Est-ce que vous voyez vraiment des chiens malpropres parce que vous en voyez beaucoup ? Des chiens malpropres ? Ouais, des chiots. Ouais, des chiots. Des chiots malpropres ? Ouais, bah oui. Un chiot malpropre, ça voudrait dire qu'il fait dans son lieu de vie, dans son espace de vie, etc. C'est quand même rare, je pense. Ouais. Ah, tu parles de. Oui, d'accord. À son image à lui. À son image à lui, pas notre image à nous. Pas l'image en fait de l'humain. Moi, j'en ai déjà vu, ouais, mais c'est parce que du coup, l'espace de vie était pas favorisé. Oui, c'est-à-dire qu'il n'avait pas compris que son espace de vie c'était son château et qu'il était bien dedans. Donc, bien évidemment, lui, vu qu'il n'a pas compris ça. Il faisait ses besoins dans son espace de vie. C'est quand même rare, donc il faut bien expliquer en fait qu'un chiot propre, c'est un chiot qui fait pas là où il dort, quoi. Donc la plupart des chiots sont déjà propres à la base. Après, ils se cherchent des toilettes, ils se cherchent des endroits pour faire. Donc si effectivement on met une alaise et qu'en plus on récompense quand il fait sur l'alaise, le risque c'est qu'on lui apprend à faire sur une surface particulière dans la maison et qu'il généralise et qu'il fasse après sur une serviette qui tombe, sur le canapé, sur en fait les tapis, sur tout ce qu'il va y avoir en fait à côté. Donc, je dis pas que ça n'a jamais fonctionné, hein. Oui, ça peut marcher. Les gens, c'est le truc de mettre la laisse et de tirer vers la porte, etc. Ça peut fonctionner, hein. C'est apprendre pour désapprendre, quoi. Voilà, exactement. C'est apprendre un truc pour après lui dire non, ça, t'oublies complètement ce que je viens de t'apprendre et maintenant on va dehors. Du coup, sur un chiot, c'est quoi la propreté du coup ? Qui comprennent en fait que l'espace de vie, c'est pas juste sa cage, c'est pas juste son panier, c'est la maison en général. Qui comprennent en fait qu'il ne doit pas faire dans la maison. Mais du coup, comment tu vas faire pour avoir ça ? Tu mets du positif à fond dès qu'il fait en extérieur. Moi, je leur conseille, dès qu'ils voient que le chien fait ses besoins, ils donnent la friandise à ce moment-là en mettant du positif à fond dès que c'est dehors. Donc là, il y a déjà plein d'erreurs parce que la personne reste à la baie vitrée, à la porte extérieure. Exactement. Elle la rappelle. Déjà, des fois, elle galère à rappeler. Et après, elle récompense. Donc déjà, c'est trop tard. De donner pendant qu'il fait. Pendant, en fait, qu'il fait, jusqu'à ce que, quand il est en train d'uriner, il regarde en fait le petit visuel. Et là, déjà, on peut commencer à faire de l'aléatoire. C'est déjà productif. Est-ce qu'on engueule en fait le chiot à l'intérieur ? Non. Il y a chiot et chiot, quoi. Il y a chiot de 2 mois et demi à 3 mois et demi, 4 mois. Et il y a chiot de 6 mois et demi, 7 mois. Exactement, moi je suis d'accord avec ça. C'est pas la même chose. Et sur le fait ou pas sur le fait ?
Sur le fait. Sur le fait. Si c'est passé, c'est trop tard. Ouais, mais si moi je reviens et il a pissé, il se soumet ou il se barre, c'est qu'il a compris en fait que. Non, c'est que t'es arrivé avec une attitude négative. En gros, ouais, voilà, c'était négatif, il a compris. Voilà. Oui, c'est pas que c'est mal en vrai. Donc il n'y a aucun intérêt en fait. Qu'est-ce que t'as fait voilà. Faites ça, faites le test chez vous. Même s'il a rien fait. Mais rentrez et dites qu'est-ce que t'as fait. Vous allez voir votre chien, il va être comme ça. C'est juste l'émotion que vous envoyez. C'est ça, rien à voir avec le dégât ou la malpropreté qui a été faite à ce moment-là. Donc je pense qu'effectivement jusqu'à 4 mois on fait que du positif en extérieur. On met un réveil tous les 45 minutes pour sortir sur notre initiative parce que il y en a beaucoup qui me disent. Oui, mais ils ne demandent pas pour sortir. Où il pleut. Mais merci, merci, ils ne demandent pas pour sortir, merci. Alors là, ils vont se dire, oh là là là. Là, il y en a plein qui vont pas être d'accord avec nous. On va perdre tout le monde. Ça, c'est sûr. Donc, pourquoi, en fait, mon chiot doit pas demander pour sortir? Parce qu'en fait, au début, il va peut-être te demander pour sortir, vraiment pour aller faire ses besoins. Après, il va avoir il va avoir une mouette, il va avoir un chat, et il va tout faire, en fait, pour sortir. Et si toi, tu le fais pas, alors que d'habitude, tu lui ouvres, il va être frustré, il va dire d'habitude on fait tout ce que je veux, pourquoi là ça fonctionne pas quoi. Ça va créer quoi du coup comme déviance comportementale? Ça va créer un chien qui va aboyer, chien roi en fait, qui va aboyer, qui va gratter à la porte, qui va forcer pour en fait sortir quoi. J'ai un bon exemple où tout à l'heure tu parlais du jardin positif. En isolement pour ta chienne Harley quand il y avait des enfants parce que ça fait 2 ans qu'elle fait 40 kilos. Voilà. Si vous mettez votre chien quand il claque des doigts pour aller dans le jardin tout le temps pour faire pipi, déjà vous le réclamez 200 fois par jour, il va pas faire pipi 200 fois par jour. Et derrière, on parlait d'isolement positif. S'il a lui le jardin 100 fois par jour, c'est pas positif, c'est normal. C'est normal. Il va forcer pour rentrer à fond et il va vous exposer la baie vitrée et du coup on rentre dans de la rééducation et machin. Et là du coup on peut plus isoler le chien quand il y a des invités parce qu'en fait on peut pas l'isoler parce que quand l'isole il gueule ou il force sur la porte et du coup on est dans un cercle vicieux où on reçoit plus les gens, il y en a qui le font parce qu'en fait on a le chien quoi, d'accord. Mais par contre à contrario, moi je dis à mes clients sur des chiots qui ont 3 mois et demi, qui ont vite compris la propreté qu'ils réclament à la porte, de 3 mois et demi à 4 mois et demi. Il réclame à la porte pour sortir, pour aller faire ses besoins. Ok, il réclame à la truc du jardin. Tac, je le mets en laisse et je sors à l'extérieur, je lui fais faire son pipi, je le récompense et je rentre. Et là, au moins, du coup, il fait ses besoins, vous récompensez les besoins, vous rentrez, vous lui offrez pas une balade de 40 minutes. Juste le pipi. Et derrière, on l'élimine, il est propre, il apprend à se retenir. À chaque fois qu'il va claquer des doigts devant la porte, vous allez le sortir. Mais il n'apprendra jamais à se retenir au final. Et au moins, il va falloir qu'il apprenne à gérer ses émotions. Au tout début, je vois qu'il réclame vraiment pour faire pipi, je le sors une fois les 2 premiers jours. Et puis après, j'attends 3 minutes, j'attends 5 minutes, j'attends 10 minutes. Puis après, il réclame plus du tout. C'est un juste milieu à trouver, mais n'ouvrez pas, claquez pas des doigts à chaque fois qu'il a envie d'aller dehors. On me dit, mais comment on sait du coup quand il doit faire cette 20, quoi, d'accord. Mais je dis toujours, mettez un réveil tous les 45 minutes et après vous espacez le temps jusqu'à 1h30. Oui. Mais dans le principe, mettez un réveil tous les 45 minutes et sur votre initiative à vous. Et si le réveil déclenche le fait qu'on va sortir, c'est pas grave, c'est vous qui déclenchez. Si vous décalez le réveil, le chien va quand même attendre d'entendre le réveil pour pouvoir sortir. Donc en fait, c'est sur l'association de la sonnerie à la sortie. Et même le matin, il y en a plein qui vont se lever à 6h ou à 5h en fait pour aller sortir le chiot. Donc ça, c'est un grand débat aussi. Quand il est tout chiot, ça me dérange pas forcément. Mais après, il faut mettre un réveil avant et se réveiller avant lui. Et après, décaler le réveil systématiquement. Parce que sinon, on n'apprend pas à se retenir. Il apprend pas à se retenir. Et c'est une catastrophe. Surtout avec des chiens qui aboient à 5h du matin pour aller. Donc ça, c'est la malpropreté du chiot. Maintenant, il y a la malpropreté chez les adultes, donc ça peut être quoi? Ça peut être des troubles comme de l'anxiété de séparation ou des choses comme ça. Après, ça peut être un problème aussi médical, un problème vétérinaire. Si le chien était propre, que du jour au lendemain, il n'y ait plus, c'est bien qu'il y ait eu suite à une stérilisation trop jeune. Stérilisation trop jeune, chez la femelle, ça peut créer des troubles en fait urinaires. Après, il y a aussi l'anxiété de séparation, comme tu dis, qui peut créer en fait des malpropretés sur des situations particulières à cause du stress. Je rebondis juste où il y a anxiété de séparation est égal à l'hyperattachement. C'est-à-dire que là, on parle de séparation. Il y a par exemple des retraités, etc., qui ne se séparent pas de leur chien. C'est-à-dire qu'ils restent en permanence à la maison, ou alors quand ils vont boire un café chez les copains, les copines, etc., ils prennent le chien avec eux. C'est-à-dire que vous restez H24 avec votre chien. Donc, il y a un hyperattachement qui se crée. Et des fois, vous êtes tranquille dans votre canapé, et puis d'un seul coup, vous levez le chien, il y a un pipi qui traîne. Mais il est là, en fait, le pipi pour réclamer votre attention. C'est pas parce que vous êtes parti. C'est juste parce que vous l'avez ignoré à ce moment-là et qu'il réclame votre attention. Donc l'hyperattachement, il y est beaucoup aussi, quoi. Ouais, je sais pas, tu le vois comme ça peut-être. Des fois, ça peut être mis sur l'initiative. La plupart du temps, c'est émotionnel. C'est qu'il contrôle pas ses sphincters et que par stress ou par anxiété, au lieu d'aboyer, au lieu de faire des dégâts, il lâche ses sphincters par stress et par anxiété. En fait, Après, tu as aussi le pipi du bonjour, le pipi de peur. Pipi Cela, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus?
Il faut travailler un petit peu en intensité, leur apprendre en fait à gérer l'émotion, parce que là ils contrôlent pas parce qu'ils sont. Est-ce qu'on engueule en fait un pipi de joie ou un pipi de... Non, parce qu'en fait il a pas contrôlé son émotion. Il vaut mieux travailler, l'apprendre à contrôler ses émotions que de lui disputer parce qu'il a fait ça en fait. Oui, c'est une conséquence donc. Oui. Complètement. Après des pipis sur d'initiative comme tu as dit tout à l'heure, c'est quand même faut faire gaffe, faut pas que les gens pensent que le chien fait exprès de faire pipi à l'intérieur quoi. La plupart du temps, il y en a. Ah non, c'est par stress. Ouais, c'est par stress. Ça peut exister hein. Voilà. Il y a des chiens qui font exprès. Oui, c'est souvent lever la patte. C'est souvent lever la patte en fait. C'est du marquage quoi, mais du marquage. Après le marquage, ça peut être aussi un défaut d'éducation, d'apprentissage, voilà. Donc ça peut être plein de choses. Et bon, après si c'est un trouble comme ça, il faut avoir un indicateur. Il faut creuser derrière quoi. Il faut comprendre qui est le chien et comment il voit le monde. Et mettre la tête du chiot dans l'urine ou dans les selles. Connerie. Ouais, puis ils sont pas dégoûtés par leur urine, par leur selle, donc en fait ça n'a aucun intérêt. Oui, je suis d'accord. Aucun intérêt. Pour moi, c'est aucun intérêt. Pas d'intérêt. En fait, c'est une action négative, mais il y en existe plein d'autres qui peuvent être plus efficaces que juste mettre la tête dans l'urine, où le chien réfléchit pas du tout au fait qu'il ait la tête dans l'urine, il réfléchit juste au fait qu'on l'a manipulé, qu'on l'a touché, qu'on a fait une action négative. Il y aura pas de lien entre c'est ça, les deux. Puis ça sert à rien de l'engueuler de fou à chaque fois qu'il fait dans la maison. Ce qu'il va faire après, c'est qu'il va le manger pour le cacher. Donc, Exactement. Ouais. La coprophagie, ça va arriver. Et est-ce que la cage permet d'avoir une propreté plus rapide? C'est ce que tu vas répondre. Oh là là, attention. Ça va pas en fait le faire pour moi. Il sera pas propre plus rapidement, mais il va juste se retenir un peu plus. Vu que, comme on a dit, il va pas faire. Donc du coup, il va être propre plus rapidement. Elle a eu peur d'assumer le. Ouais, vous m'avez fait flipper. Non, en fait, vu qu'il fait pas là où il dort, mais ça va pas. Si tu le laisses dans la maison, c'est pas pour ça qu'il va être propre. Tu vois, il va être propre dans la cage. Oui. Mais c'est donc pas il va ça. être propre plus rapidement. Enfin, il va se retenir. Il va apprendre à se retenir plus rapidement. Oui, ce que tu veux dire, c'est que si tu rouvres la cage, il va refaire dans la maison. Oui, t'as raison. Et moi, j'ai fait ça avec Talia. Je l'ai vu avec Talia. Dès que j'ai ouvert la cage quand j'étais pas là, les 3 premiers jours, bam. C'est sûr. Juste, elle faisait pas l'effort de se retenir. Son espace de vie, il avait triplé, quadruplé volume. Ouais, toi, tu vis dans un château, en plus, t'as 800 mètres carrés. Le manoir de ouf. Mais oui, effectivement, je pense que t'as raison. Son espace de vie, juste la salle à manger en soi. Et du coup, en fait, elle a pas fait l'effort de se retenir. Ça a duré 3 jours après terminé, elle a compris. Oui, mais ça m'arrive tout le temps. Où j'annonce, il faudra peut-être mettre en cage pour forcer un petit peu l'effort. Non, mais ça va pas marcher, elle va faire dans ce couchage, etc. Ah oui, c'est sûr que si vous l'enfermez dans la cage et qu'il n'y a rien de positif pendant 8 heures, là, ça va être négatif. C'est sûr. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les chiens qui sont isolés sur 9 heures sur une journée? Pas dans une cage, mais on va dire dans un parc ou dans une pièce. Parce que 9 heures, une journée entière en cage, par contre. Mais du coup, des fois, ça peut arriver, mais sur un espace plus ouvert. Une cuisine, par exemple. Une cuisine, un salon même. 10 mètres carrés, un salon. 10-15 mètres carrés. Un truc quand même assez grand. Et la personne va partir toute la journée. Elle a un chiot de, on va dire, entre 3 et 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Si tu as quelqu'un pour le sortir. Voilà, ça peut être bien. Quelqu'un pour le sortir, moi je dirais, après. Une litière? Faut vraiment c'est mitigé quoi, vraiment. Vraiment, si t'as pas de solution. Si t'as personne la litière pour le sortir, et après ça reste. Et la litière, c'est un apprentissage en plus. C'est un apprentissage, voilà, c'est ce que j'allais te dire. On va rentrer dans le. Je t'ai appris ça, mais c'est fini maintenant. Est-ce que la litière, c'est mieux qu'une alaise? Pour moi, ça revient au même. C'est juste le substrat qui est différent. Il y aura peut-être pas le souci des tapis, mais le substrat, oui, il va ressembler un petit peu au gravier peut-être qu'il y a dehors, etc. Le problème, c'est le fait de se retenir, je pense. Mais voilà, le fait de se retenir, quoi. Là, il va voir le truc, il va avoir compris, bam, il va. Ouais. Après, voilà, la personne, moi, je me dis que potentiellement, la litière, ça peut être pas mal, mais. Dès qu'il y a du temps libre, il faut aller sur l'extérieur, quoi, vraiment, parce que sinon, ça va être un carnage. Vous allez rester avec une litière jusqu'à ces 2 ans, quoi. Vraiment le dernier recours. Et l'enlever tout le temps, enfin, régulièrement. Et seulement dans des situations d'absence. Ah bah moi, clairement, vous rentrez du boulot, vous dégagez la litière. Oui, voilà, faut pas que ça reste. Oui. Je pense que ça peut être une super idée de faire ça et d'avoir en fait un toilette, voilà. Mais bon, apprenez-lui avant, quoi. C'est de l'apprentissage. Pareil, c'est de l'apprentissage. Si je prends un chiot le dimanche et que le lundi je vais bosser 9 heures. Ah non, mais du coup là c'est déjà loupé. Parce que quand on prend un chiot, on essaie de pas les bosser. Une 4 jours en fait. Voilà, c'est ça. pour essayer de l'habituer et d'avoir les premières bases qui soient ancrées et que tout le monde se rééquilibre, parce qu'émotionnellement, avoir un chiot, on n'en a pas parlé tout à l'heure sur le débat, mais ça déséquilibre tout. Ça peut être un bon débat, ça, pour plus tard. Enfin, un bon sujet de conversation. Avoir un chiot et le temps à lui accorder, c'est ça peut être pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Ouh là là, on va vraiment faire ça, le chien pansement. On a le temps ? Ouais, ça va aller. Ouais. On fait ou chien pansement, ou on fait comment éduquer son chien sans violence ni contrainte.
sans violence, ni contrainte. Ouais, j'ai plus chaud sur celui-là aussi. Ouais, on fera l'autre la prochaine fois, de toute façon. Il faudra le mettre en premier la prochaine fois. On aura le temps de bien. On vient de dire juste avant qu'on devait faire un débat sur le temps et prendre un chiot en gros. Ça va créer un chiot. En gros, les premiers jours du chiot, quoi. Et comment faire ? On va le faire, ça c'est pas mal. Ok, on y va sur comment éduquer un chiot. On va mettre un chiot. Un chiot, un chien, peu importe. Même sur une rééducation, par exemple. Nous, on va beaucoup sur des rééducations parce qu'on a des chiens adultes qui ont 2-3 ans. La rééducation, ouais, à fond, dans tous les cas, on va venir au même truc. Mais du coup, sans violence ni contrainte, Pauline. Sans violence, ok. Normal. Donc, ça, c'est basique parce que voilà, le jour où il y a quelqu'un qui est violent, je vais pas être d'accord avec lui. C'est ça. Mais sans contrainte, ça me paraît compliqué parce que, comme Alex avait dit, la laisse, c'est une contrainte. Tu le prives de sa liberté. Tu lui demandes en fait de s'asseoir. C'est une contrainte en fait s'il était debout. Mais tu pourrais ne pas lui demander de s'asseoir. Oui, mais dans ce cas-là, tu le laisses en fait. Si tu veux aucune contrainte, tu laisses vivre sa vie, il fait ce qu'il veut quand il veut, quoi. C'est sûr. Je coupe ça serait bien. Parce qu'on vient de dire que, je rebondis sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, où là tu viens de dire que la laisse est une contrainte. Et les gens, je pense que tout à l'heure, ils vont penser, oui, mais donc du coup, on le met une contrainte quand on ouvre nos invités. Rendez la laisse positive à l'intérieur. Hein. La laisse, c'est pas négatif, c'est juste une contrainte. Oui, c'est sûr qu'il va pas pouvoir faire ce qu'il veut, mais en même temps, vous voulez. La laisse, c'est pas négatif. Qu'il ne Moi, la plupart de mes clients, pour eux, pour le chien, la laisse est négative. Quand tu pars en balade, ton chien, il voit la laisse, il est content. Ouais, la plupart des... Oui, mais là, oui. Tu vois le truc, donc c'est si positif. Si tu l'utilises avec une émotion négative, oui, c'est sûr que ça va être négatif. Mais c'est pas grave qu'il le voit en négatif. Non, c'est pas grave. Non, mais tu dis du coup que faut pas que la laisse. Tu dis que la laisse c'est pas négatif. La plupart des chiens, en tout cas, où on va utiliser la laisse dans certaines situations, il va le voir en négatif, mais c'est pas grave. Si en fait, mais même si la voix, moi je bosse, moi mes clients, je les fais bosser en laisse dans la maison. Assis, couché, debout. Du coup, ils voient un peu la laisse en négatif. Tout ça, non, parce que quand ils bossent, assis pas bouger, ils sont récompensés. Il y a des chiens. Donc en fait, il y a des chiens. En fait, moi ma chienne, je sors la laisse dans la maison. Oui, quand elle a été jeune, en fait, elle a pris, j'ai pris de sa liberté pour la contrôler dans la maison avec la laisse, etc. Je sors la laisse dans la maison, là, maintenant, peu importe, elle sait qu'elle va peut-être bosser, elle va peut-être faire du pas bouger, du laisse, elle va être récompensée. Donc elle a fait juste le milieu là-dedans, quoi. Je suis d'accord, c'est pas forcément négatif, mais tu prives quand même de la liberté à ce moment-là. Oui, c'est sûr, mais tu lui offres une contrainte. Tu lui offres quand même une contrainte, en fait, à ce moment-là. Donc, dans tous les cas. Après, mais c'est juste une contrainte, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'une contrainte, c'est pas négatif, c'est pas grave, quoi. Je voulais vraiment insister là-dessus. C'était tout le débat, sans contrainte. Donc ça veut dire que, de ce que tu viens de dire, mettre une laisse est une contrainte. Tu le prives de sa liberté un petit peu. Donc du coup, on n'a pas le droit de mettre de laisse. Voilà. Donc sans contrainte déjà. Sans contrainte, c'est sans laisse. Pas le droit de mettre de laisse. 80%. Pas le droit de mettre de collier. Pas le droit de mettre de collier. Pas le droit de mettre de harnais. Pas le droit de fermer des portes. Aussi. Pas le droit de le laisser tout seul. Pas le droit de le laisser tout seul. Pas le droit de l'interdire d'aller sentir les odeurs, d'aller voir les autres chiens, d'aller voir les personnes. Il va où il veut, il va dans les chambres. D'aller voir les enfants, d'aller manger ce qui traîne par terre. Ouais, ok, c'est bon. Bisounours. Facile, terminé. Cette question, elle est nulle. Sans violence, facile, beaucoup facile, c'est logique, mais sans contrainte, normal. Mon Dieu, non, c'est impossible. C'est impossible. Une contrainte, c'est. Même nous, dans la vie de tous les jours, tu me sautes pas dessus. Une contrainte, c'est tu sautes pas au plafond. S'il vous plaît, tu manges pas à la table. Quand un éducateur ultra positif vous dit qu'il va faire de l'ultra positif sans contrainte, une contrainte, c'est pas possible. C'est impossible, d'accord ? Ou s'il le fait, il fait absolument n'importe quoi. Il y aura forcément de la contrainte. Après, effectivement, il y a plusieurs niveaux de contrainte. Ah oui, c'est sûr. Et je suis d'accord avec tout le monde que la cage est un niveau de contrainte élevé. Oui. Que le pet corrector est un niveau de contrainte élevé. Que la saccade est un niveau de contrainte élevé. Que l'ignorance peut être élevée pour certains chiens. Oui, c'est clair. Que les portes peuvent être élevées pour certains chiens. Ah, oui. Voilà, il y a plein de contraintes différentes. Maintenant, on est obligé de mettre de la contrainte dans la vie de tous les jours pour guider le chien dans la bonne direction et pour éviter tout simplement des accidents qui peuvent être. Et après, de toute façon, c'est même pas possible. Mais si on enlève les contraintes, après, un ultra positif te dira oui, mais je lui ai mis la contrainte en fait de pas manger le poulet sur la table, mais à côté, je lui ai donné 4 bonbons, donc c'est pas trop une contrainte. Même si ça reste une contrainte. S'il met un poulet sur la table et qu'il lui donne un bonbon, à un moment, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Mais bon, ils vont le rediriger comme ça, je le vois déjà. C'est impossible. Mais non, oui, c'est impossible. Si, il va une cote à l'os.
Une côte à l'os, peut-être. Il va peut-être lui donner une côte à l'os s'il y a un À la morceau de place du poulet. En poulet, fait, C'est moi qui la donne la côte à l'os. Mais c'est même pas viable. Et puis c'est de l'évitement. Ouais. Comme tu as dit tout à l'heure, éviter la situation n'est pas apprendre au chien à la vivre. Et là, on parle dans une ressource positive, mais dans la peur, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup de gens qui vont fuir les situations où leur chien a peur et du coup, ils n'apprennent pas en fait au chien à vivre la situation. Maintenant, il faut trouver le juste équilibre. Je dis pas que le chien a peur des bruits, il faut pas l'emmener en pleine ducasse, en plein milieu et lui faire un assis pas bouger, quoi, parce que sinon, c'est sûr que ça va être un peu contre-productif. ça va pas fonctionner. Bah voilà, je pense qu'elle était plutôt rapide du coup cette question. Oui, rapide, efficace. Voilà. Parfait. N'hésitez pas à nous donner vos questions en commentaire, à liker, partager, à nous laisser vos avis sur les podcasts. Et on se dit à bientôt. Salut. À bientôt.